Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la Maison des Ponts pour cette matinale des ponts consacrée au thème inondation et sécheresse. Quelles analyses et quelles actions face aux nouveaux phénomènes extrêmes? Je vous remercie d'être avec nous pour cette heure et demie qui va commencer par une présentation des intervenants, un débat orchestré par Stéphane Lemonchu, journaliste. Ce débat va intégrer les questions qui vont être posées par les participants dans la salle et à distance. Participants à distance, je vous prie de bien vouloir écrire vos remarques, questions, réactions dans l'onglet conversation. Elles seront réinjectées dans le débat à la fin. Donc bienvenue pour cette heure et demie de discussion passionnante sur l'inondation sécheresse. Et je passe la parole à Anthony Briand, directeur de l'École des Ponts, pour le mot d'introduction. Merci Marie-Christine. Merci à toutes et à tous dans la salle et puis en ligne. Bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle opus des matinales des ponts. Un grand remerciement à nos 4 intervenants ce matin qui vont nous faire preuve de leur expérience. Remercier Marie-Christine et les équipes de l'école pour avoir organiser ce nouvel opus, et puis remercier à nouveau chaleureusement Stéphane qui nous fait l'amitié à chaque fois d'être présent et de nous accompagner dans ces matinales des ponts. Quelques mots d'introduction rapide. Moi, je suis ravi qu'on mette au cœur de notre réflexion ce sujet des événements climatiques extrêmes. Vous savez que le changement climatique est là, que l'École des Ponts œuvre par ses recherches et par ses formations dans la double dimension d'une part de, bien entendu, l'atténuation au changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'adaptation, parce que, encore une fois, ce changement climatique, il fait déjà sentir ses effets, et les événements climatiques extrêmes, comme les inondations et les sécheresses, en sont malheureusement certainement l'une des expressions les plus dramatiques sur le plan humain et sur le plan matériel. Et d'ailleurs, en relisant le titre hier soir, en préparant l'intervention, je me disais que le nouveau était peut-être malheureusement mal placé, parce que ces événements ont toujours existé. Ce qui est aujourd'hui très inquiétant, mais j'imagine qu'on en reparlera longuement ce matin, c'est leur fréquence et leur intensité. Et donc ça pose plein de questions qui sont au cœur des activités de recherche et des activités d'enseignement de l'école, et puis des divers partenariats que l'on peut nouer avec nos partenaires économiques. J'ai la chance d'être à la tête d'une école qui finalement, quand on s'intéresse à cette question-là, a des choses à dire sur toute la chaîne, entre guillemets, de valeurs ou de conséquences. Le premier, c'est effectivement la question des événements extrêmes. C'est d'abord une question scientifique compliquée, c'est-à-dire la pluie, tout le monde en fait l'expérience, mais savoir comprendre ce qu'est la pluie et comment elle se manifeste, où elle se manifeste, avec quelle intensité, sont des défis scientifiques importants. J'en prends pour preuve que l'école avait signé de manière très précoce une chaire sur ces sujets, sur l'hydrologie et la résilience des villes aux événements extrêmes avec Veolia au début des années 2000, et je le dis en saluant Daniel Scherzer qui nous fait l'amitié d'être dans la salle parce qu'il en a été l'instigateur, et je suis sûr que Yulia y reviendra dans sa prise de parole. La question des phénomènes, de leur intensité, de leur localisation. Et c'est bien ça dont il est question. Et puis la deuxième partie, quand on pense aux conséquences et à l'adaptation de nos modes de vie à ces événements extrêmes, bon, ça marche vraiment une fois sur deux, non, c'est bon. La question des infrastructures, que ce soit les infrastructures routières, les infrastructures d'ouvrages d'art, nos villes, nos superstructures, nos bâtiments, c'est aussi, vous le savez, au cœur historique de l'expertise de l'école. J'aime à dire qu'à l'École des Ponts, on a le sens du bien commun, parce qu'on forme des gens qui s'intéressent à ces sujets, qui font un peu la matérialité de notre vie en commun. Il faut des routes pour nous relier, des ponts pour nous relier, des bâtiments pour que nous puissions collectivement vivre ensemble. Et c'est bien ces infrastructures dont il est question aussi ce matin, la manière dont on les dessine, la manière dont on les organise, la manière dont on aménage nos espaces pour être plus résilients par rapport à ces phénomènes extrêmes, qu'ils soient de très fortes pluies, mais qu'ils soient aussi de très fortes périodes de sécheresse. Et donc ça aussi, c'est au cœur, la deuxième brique qui est au cœur de l'expertise de l'École des Ponts. Et puis la troisième,
Et ça me permet de faire un clin d'œil et de remercier nos intervenants qui viennent des entreprises. C'est qu'au-delà des conséquences matérielles, c'est tout notre système socio-économique en fait qui est malmené et mis à mal quand on parle de ces événements extrêmes. Alors je suis pas du tout un spécialiste des assurances, mais j'ai cru comprendre que un système assurantiel, ça marchait bien quand un petit nombre perdait et un grand nombre n'était pas soumis aux conséquences d'un événement extrême. Mais quand ces proportions commencent à changer, c'est-à-dire qu'un très grand nombre subit et de manière répétée ces événements climatiques extrêmes, on commence à aussi avoir des problèmes d'organisation socio-économique. Et il s'avère que l'école des ponts, je ne sais pas si c'est assez su, a aussi des recherches en mathématiques, des recherches en économie qui s'intéressent à ces dimensions-là. Et c'est aussi pour ça que notre grand souci ou notre grand intérêt, c'est d'être, comme j'aime souvent à le dire, des acteurs responsables de ces problématiques-là, responsables en ne refusant pas d'aller au contact de l'ensemble de nos partenaires économiques pour traiter de toutes ces questions. L'aval, le cœur, l'amont, le cœur et l'aval, comment on arrive à mieux modéliser ces événements-là, à mieux les simuler, à mieux les anticiper, comment on arrive à mieux adapter nos espaces de vie à ces événements qui deviennent plus violents et plus fréquents, et comment ça rétroagit sur nos organisations collectives socio-économiques. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, encore un infini merci à vous toutes et vous tous d'être là ce matin, et bon débat. Je vous donne ce micro et on va se lancer dans les présentations de cette matinale, puisque nous avons 4 invités, 2 chercheuses de l'école, Aglaé Jezekel, Yulia Chigirinskaya, Sylvain Chapon pour Engie, Jacques Matillon pour Bureau Veritas. Aglaé, on commence avec vous sur voilà, qui êtes-vous, quelle est votre activité, présentez-nous aussi peut-être aussi le laboratoire dans lequel vous officiez aujourd'hui. Bonjour, donc je suis Aglaé Jezekel, je suis chercheuse en climatologie, je travaille au laboratoire de météorologie dynamique. Je suis une chercheuse de l'école des ponts, mais je suis basée à l'école normale supérieure. Et je travaille sur l'influence du changement climatique sur les événements extrêmes. Alors pas tant que ça sur les inondations, plus sur les sécheresses et sur les canicules. Et je m'intéresse également beaucoup à la façon dont les données qu'on analyse dans nos laboratoires peuvent être utilisées en dehors de nos laboratoires. Comment est-ce qu'on fait de la recherche en partie en collaboration avec les sciences sociales, mais aussi avec les acteurs, sur comment co-construire une adaptation à un climat qui change. Merci beaucoup. On va continuer de toute façon la présentation de ces activités au cours de ce débat qui nous réunit, qui n'est pas un débat d'ailleurs, qui est un échange autour de cette thématique sur les phénomènes extrêmes. Yulia Chigirinskaya, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Yulia Chigirinskaya, directrice de recherche, développement durable et aussi directrice des laboratoires HMNCO, hydrologie, météorologie et complexité. C'est les plus jeunes et plus petites, malheureusement, les laboratoires d'école des ponts. J'étais toujours passionnée par les phénomènes de turbulence. Donc, j'ai commencé mes études et formations sur les couches limites atmosphériques. Et j'ai travaillé comme certaines façons anglais avec les modèles physiques, base physique. Et nouveauté, c'était d'introduire certaines échelles caractéristiques intermédiaires par rapport des simplifications habituelles de Navier-Stokes avec les fermetures de ces équations pour les périphéries des cyclones atmosphériques. Et après, j'ai eu accès aux données qui ont été mesurées soit en périphérie de ces cyclones, soit même par un Américain, ancien militaire, qui a après traversé l'œil des cyclones pour ramasser pour les scientifiques les données. Et surprise, c'était qu'en fait, il n'y avait pas l'échelle caractéristique intermédiaire entre les très grandes échelles qu'on connaît et l'échelle des petites dissipations d'énergie. Et c'est ça ce qui m'a poussé finalement de changer complètement parcours des modèles classiques vers plutôt les techniques multifractales, donc à travers d'échelles, de voir les propriétés invariantes de certains champs. Et donc travailler effectivement en limite avec les modèles hybrides où il y a une partie effectivement basée sur les physiques pures et l'autre aide à comprendre les comportements grâce
finalement en statistique non classique. Donc j'espère qu'on va revenir et sur c'est ça. un aspect qu'on va aborder tout à l'heure. Alors il faudra essayer de coller le micro un peu plus voilà, c'est pas évident, mais c'est un aspect dont on va parler pour comprendre ces phénomènes extrêmes. Effectivement, quelle façon nous avons aujourd'hui de les lire, de les analyser, de les appréhender, et effectivement il y a voilà, des dimensions particulières du côté de la recherche que l'on abordera tout à l'heure. Sylvain Chapon, la parole est à vous. Bonjour à tous, je suis très honoré et très heureux d'être présent dans cette institution, surtout pour un débat aussi important. Je travaille au siège d'Engie dans une Global Business Unit qui s'appelle Énergie Solutions, mais je suis surtout ici en tant qu'expert sur les problématiques de résilience. Et également, je porte des solutions numériques qui peuvent être appliquées, en particulier de jumeaux numériques. Vous avez évoqué l'aide à la décision, la planification face aux conséquences du changement climatique. Donc je serais très, très heureux d'évoquer ces aspects. Et j'ai par ailleurs une formation en protection civile et sur certains aspects de gestion de crise en parallèle. Merci. Jacques Matillon. Bienvenue. Bonjour, donc Jacques Matillon, je suis en charge des activités de construction pour le groupe Bureau Veritas pour la France. Donc Bureau Veritas est une société française qui est un leader mondial dans le domaine du test, de l'inspection et de la certification. Et donc nous faisons une activité dans le domaine de la construction partout dans le monde. Je suis moi à la tête d'une BU qui a un gros millier de collaborateurs, dont 800 ingénieurs, qui travaillent au quotidien sur la vérification de la conformité des constructions qui sont réalisées et tout ce qui est sécurité et environnement sur les chantiers. Voilà. Merci pour ces présentations sommaires. On va se lancer dans cette thématique, inondation et sécheresse. Quelles analyses et quelles actions face aux phénomènes extrêmes? On va enlever le nouveau, en effet, parce que est-ce qu'ils sont vraiment nouveaux, ces phénomènes extrêmes? Est-ce que c'est pas plutôt leur fréquence? On va justement se pencher sur ces aspects-là pour bien comprendre de quoi nous parlons ce matin. On va essayer déjà d'avoir la lecture des phénomènes extrêmes. Finalement, de quoi parle-t-on quand on parle de phénomènes extrêmes? Qu'est-ce que c'est pour un chercheur? Qu'est-ce que c'est pour Engie? Qu'est-ce que c'est pour Bureau Veritas, du point de vue peut-être des réglementations, de la législation? Aglaé, est-ce que... Oui. Voilà, je vous pose la question, finalement, comment on peut définir un phénomène extrême de votre point de vue? Alors, pour nous, en sciences du climat, on a tendance à avoir deux façons d'aborder c'est quoi un événement extrême. La première, elle est purement statistique, c'est-à-dire qu'on va se poser la question de un événement extrême, c'est un événement rare. On va regarder une distribution de probabilité sur certaines variables qui peuvent être la température, les précipitations. Donc en climatologie, on ne fait pas forcément tant que ça de modèles d'impact dans mon laboratoire. Donc on reste sur des variables qui sont très météorologiques. Et l'autre façon de voir les choses, c'est de se dire un événement extrême, c'est un événement qui a beaucoup d'impact. Et donc derrière, ça pose des questions pour nous sur comment est-ce qu'on fait la traduction entre quelque chose qui a beaucoup d'impact et nos variables météorologiques, parce que c'est pas parce que un événement a beaucoup d'impact qu'il est nécessairement extrême d'un point de vue climatique, et c'est pas parce qu'un événement est extrême d'un point de vue climatique qu'il a beaucoup d'impact. En fait, il n'y a pas d'équivalence entre les deux, parce que quand on s'approche des impacts, en fait, il n'y a pas du tout que le climat qui va compter, il y a aussi l'exposition et la vulnérabilité. Et donc, c'est un sujet de recherche pour nous d'aller chercher peut-être aussi c'est quoi la variable la plus intéressante, c'est-à-dire par exemple sur les vagues de chaleur, est-ce qu'on veut regarder la température minimale, est-ce qu'on veut regarder la température maximale, est-ce qu'on veut regarder la durée de la vague de chaleur, et essayer d'approcher au plus finalement c'est quoi l'indicateur le plus pertinent pour se rapprocher des impacts. Yulia, en tant qu'observateur, cet été, on a eu pas mal de phénomènes extrêmes, en tout cas de phénomènes qui nous étaient présentés comme extrêmes. On a vu en Grèce des incendies, des inondations. Est-ce que ce sont des phénomènes extrêmes? Est-ce qu'on a d'autres exemples? Comment vous les qualifiez? Et
Déjà, par rapport à ce que dit par Aglaé, c'est dans l'hydrologie, cette façon d'aborder les choses, c'est plutôt l'élimination des risques et pas des extrêmes. Les extrêmes, c'est toujours intensité des phénomènes qui est très extrême, très éloignée des valeurs normales. Les questions, qu'est-ce que c'est les valeurs normales? Et généralement, elle est définie par les moyens. Et donc, effectivement, comme les valeurs extrêmes, elles sont très loin des moyens, généralement, effectivement, les fréquences rares, c'est les conséquences, ce n'est pas les définitions. Et effectivement, il y a trentaine d'années, c'était aussi en hydrologie utiliser les mêmes notions des risques pour définir les extrêmes. Pas à pas, c'était effectivement séparer les questions vulnérabilité multipliées par aléas vraiment météorologiques ou géophysiques, qui a défini elle-même finalement les valeurs extrêmes. Et de ce point de vue, si on parle et sécheresse et inondation, globalement, il faut étudier les champs des pluies, des précipitations. Est-ce qu'il y a les changements? Est-ce qu'il y a les tendances? Est-ce qu'il y a vraiment les changements des valeurs observées? Et ça, c'est effectivement au cœur des métiers de notre laboratoire. Voilà, c'est intéressant. En préparant cette matinale, vous m'avez rappelé au français à l'origine du mot extrême et au latin extremus, qui signifie du dehors, très éloigné de la juste mesure. Alors c'est intéressant parce que voilà, ça peut paraître de la philosophie, mais je pense que quand on est dans le domaine des sciences et de la recherche, on essaie de voir si ces phénomènes que l'on voit aujourd'hui sont si éloignés que ça de ce que l'on connaissait avant. On essaie de rationaliser finalement, c'est ça, quelque part, et de les comprendre, et de voir si, en termes d'intensité, de force et de fréquence, ils sont si extrêmes. Oui, alors ce qui est compliqué aussi avec les événements extrêmes, c'est que pour pouvoir les analyser d'un point de vue statistique, on a besoin d'avoir des longues séries temporelles. Par exemple, j'ai des collègues qui ont évalué la probabilité que les pluies qui ont eu lieu en Libye aient lieu, qui ont fait beaucoup de morts là récemment, et qui trouvent une probabilité une durée de retour entre 300 et 600 ans. Donc grosse incertitude, et ça c'est des choses sur lesquelles on fait des analyses sans avoir 300 ou 600 ans de recul. Donc on a besoin de statistiques assez avancées, de théorie des valeurs extrêmes pour pouvoir faire ces choses-là. Donc ça c'est au cœur d'un des problèmes qu'on a quand on veut regarder les non-stationnarités des événements extrêmes, c'est cette accessibilité aux données, et qui est d'autant plus compliqué quand on se rapproche des impacts, quand on se rapproche d'autant plus le type de variable qu'on veut regarder est complexe, moins les durées des séries temporelles sont longues. Par exemple, en humidité des sols, on n'a pas des super longues durées de séries temporelles. Si je peux juste rajouter, pour moi, l'histoire de Libye n'est pas tout à fait les valeurs extrêmes dans le sens des précipitations, mais plutôt au niveau des vulnérabilités, parce qu'il y avait rupture de plusieurs barrages. Et donc, en fait, le nombre de morts, c'est effectivement lié à ça. Par contre, si effectivement on parle de la Grèce, où il y avait très longue période de sécheresse, il ne pleuvait pas, et donc le sol était bien sec. Oui, et après, il avait juste réalisé que les moyens annuels en France, de précipitations en France, tombaient en 10 heures en Grèce. En 10 heures, les valeurs annuelles en France. Et effectivement, sur les sols secs, ça donnait un ruissellement extrême. Et ce qui est remarquable, il avait les morts, mais il avait seulement quelques, moins de 2 dizaines, je pense, parce que, effectivement, les Grecs, ils ont s'adapté à certains événements de ce type. Et il y avait résilience qui était mise en place. Et ça, c'est important. Justement, puisqu'on parle de ces exemples assez récents, vous voyez réagir Jacques Matillon sur cette approche, notamment. Alors, dans le monde de la construction, il y a des règles, en fait. Et donc, une entreprise comme Bureau Veritas et les constructeurs utilisent ces règles-là pour dimensionner leurs ouvrages, notamment les eurocodes. Et dans les eurocodes, vous devez prendre en compte les valeurs d'étiage et les valeurs de crue centenale. Donc, en fait, vous prenez déjà des valeurs extrêmes connues. Alors ça reboucle avec ce que Aglaé disait tout à l'heure, c'est finalement quelle est la moyenne de ces événements peu fréquents. Mais dans tous les cas, on les prend en compte dans les modèles. Le cas de la Libye, c'est
c'est un drame absolu, sachant qu'effectivement, c'est la défaillance de deux d'ouvrages d'art qui finalement sont la cause des milliers de morts. Je crois qu'on ne connaît toujours pas le bilan définitif de ce drame. C'est plutôt une défaillance d'entretien des ouvrages que la gestion de la vague. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Après, dans des pays comme la France, aujourd'hui, on va avoir un certain nombre de contrôles des ponts, des barrages, ainsi de suite, réguliers, et on va refaire des calculs pour essayer de s'adapter en fait à ces ouvrages. Dans mes équipes, alors c'est pas des phénomènes climatiques, mais il y a un certain nombre d'associations qui vont étudier après chaque séisme comment. J'ai des collaborateurs qui participent. On va aller sur les lieux des séismes, on va regarder comment se sont comportés les ouvrages en fonction des règles locales, et on peut être amené à ajuster les règles que l'on applique dans nos vérifications et dans la manière dont on construit. Donc après, effectivement, nous, en tant que constructeurs, parce que la loi Spinetta dit qu'on est constructeur, en tant que bureau de contrôle, on va prendre en compte les données finalement qui nous sont données par les météorologues, par la recherche, pour intégrer ça dans nos modèles de calcul et dans le dimensionnement des ouvrages. Sylvain Chapon, en tant qu'opérateur d'infrastructures vitales, c'est comme ça qu'on définit l'activité d'Engie. Ces phénomènes extrêmes, comment vous les caractérisez ? Alors, je ne reviendrai évidemment pas, Jacques Matillon l'a parfaitement expliqué sur les aspects de standardisation et bien sûr qui prennent en compte l'historique et les niveaux de ce qu'on peut qualifier un événement extrême. Il y a peut-être deux aspects. Un premier aspect pour répondre à votre question, qui est un cadre général. Engie, c'est un opérateur et un prestataire de services à travers le monde. Et poser le problème des inondations et des événements extrêmes, c'est poser le problème de l'adaptation au changement climatique. Nous, notre raison d'être, c'est d'accélérer cette transition pour un monde et un écosystème plus neutre en carbone dans la durée. Et ça, c'est important en prenant en compte l'ensemble des parties prenantes. Pourquoi je dis cela ? Parce que, en tant qu'opérateur, pourquoi on s'intéresse ? Évidemment, on a des activités hydrauliques parmi nos multiples activités que vous connaissez. Je pourrais citer sur le Rhône avec la CNR, la CHEM dans les Pyrénées et autres. On est vraiment très présent sur ces aspects-là. Mais surtout, en tant qu'opérateur de réseau, nous sommes un opérateur d'importance vitale, les fameux critical infrastructure des normes européennes ou des règles sur lesquelles travaille le CDE. Et sur ces aspects-là, un événement extrême, c'est quelque chose prévisible ou non prévisible, aigu ou latent, récurrent ou pas. Enfin, on ne va pas revenir sur les définitions qui viennent d'être exposées, qui d'ailleurs renvoient à la fois aux standards mais aux définitions juridiques que connaît bien le monde de l'assurance. Pour nous, c'est ce qui peut remettre en cause la continuité de service. La continuité de service, c'est fondamental. C'est-à-dire, on est sur la définition d'une résilience, c'est-à-dire un écosystème qui résiste à un événement, qui remet en cause le bon fonctionnement dans la durée ou brutalement. Et le but d'un système résilient, en particulier les réseaux, c'est de revenir dans les meilleures conditions possibles, dans les meilleurs délais possibles, à un fonctionnement normal ou qu'on connaissait avant. Et ça, c'est fondamental parce que il s'agit d'abord de la vie des gens. Vous savez qu'il y a des grandes familles et des catégories en matière d'opérateurs de critical infrastructure. Vous avez bien sûr l'énergie, on en est un bel exemple, je crois, mais vous avez aussi d'autres domaines, la logistique, la santé, l'eau, bien sûr. Vous avez d'autres domaines avec des sous-catégories qui sont parfaitement nomenclaturées. Eh bien, pour nous, ce qui est important, c'est de démontrer que dans nos activités, nous prenons en compte l'anticipation, bien sûr, avec l'identification des risques, les moyens de modérer l'impact. Vous avez évoqué la vulnérabilité. On est dans un monde de plus en plus interconnecté, dans un monde où les infrastructures sont présentes au-dessus de nous, en dessous de nous, parmi nous. Et donc, cette vulnérabilité est accrue par l'interconnexion. Il s'agit également de gérer la crise. Nous y reviendrons tout à l'heure. Les moyens d'apporter des réponses rapides pour limiter l'impact et les conséquences de cette rupture de continuité. Et puis, bien sûr, et c'est important,
et ça on y est très attentif, c'est ce qu'on appelle en anglais le Build Back Better, c'est-à-dire le retour d'expérience. On sait que les événements, hélas, peuvent se répéter. On sait que ces événements-là peuvent revenir dans leur fréquence et leur intensité, ou sous des formes voisines qu'on n'a pas forcément encore identifiées, ou qui vont s'associer à d'autres effets climatiques. Je pense, vous l'avez évoqué, aux vagues de chaleur. On travaille beaucoup sur les îlots de chaleur en milieu urbain, par exemple. Et les moyens qui sont mis en œuvre pour limiter les risques liés aux inondations sont intrinsèquement liés à ceux qu'on étudie en matière d'îlots de chaleur urbains, par exemple. L'étendue de la minéralisation, le type d'architecture, le type de bâtiment, la végétalisation ou non d'un espace donné va avoir un impact sur les conséquences en matière de chute. Sur les solutions, sur justement la résilience que vous commencez à aborder. On rentrera dans le détail juste très après. Volontiers. Si on peut repréciser un tout petit peu ces phénomènes extrêmes, on a l'impression qu'ils sont de plus en plus fréquents, qu'ils sont de plus en plus denses, importants, longs. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on ne se trompe pas? Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Comment vous le mesurez dans vos activités de recherche, Aglaé et Yulia? Alors, ça dépend desquels. Il y a des événements sur lesquels il y a un signal très clair d'intensification et d'augmentation de la fréquence. Donc les canicules, tout ce qui a un lien avec la température, c'est ce sur quoi on a des signaux très clairs sur le changement climatique. Donc ça va être donc pour les canicules, intensification, la fréquence qui augmente, aussi en termes de temporalité, c'est-à-dire que là en ce moment on est en train d'avoir un mois de septembre qui, à l'échelle globale, est au même niveau qu'un mois de juillet normal. Donc voilà. On a aussi donc une augmentation de la durée de ces épisodes de forte chaleur. Ensuite, on a également ça sur des vagues de chaleur marines, par exemple. Donc, encore une fois, tout ce qui est lié à la température est un signal très clair et des tendances robustes. Et ça a une influence aussi, ces vagues de chaleur marines, non seulement sur la biodiversité dans l'océan et donc sur les activités qui peuvent être liées à ça, mais aussi le fait d'avoir des fortes températures de la mer, ça peut aussi avoir une influence derrière sur des événements de fortes précipitations. Par exemple, les épisodes cévenols, ça dépend aussi de la température de surface de la mer Méditerranée. Sur tout ce qui est forte précipitation, donc il y a un signal clair presque partout dans le monde où les plus fortes précipitations augmentent. C'est lié à une loi physique qui s'appelle la loi de Clausius-Clapeyron, qui dit que en fait, pour 1 degré de plus, on a plus 7% de concentration en vapeur d'eau. Ce qui fait que même si on n'a pas de changement sur la fréquence des événements extrêmes de précipitation, ou même si on n'est pas forcément capable d'avoir de tendances robustes là-dessus, et ça va dépendre des régions aussi, pour un événement extrême donné de précipitation, il sera plus intense qu'il ne l'était dans le passé. Donc ça, on peut aussi le vérifier en utilisant nos modèles et en refaisant le même événement pour un niveau de changement climatique différent où on voit que les précipitations sont plus intenses. Donc on a d'ailleurs un signal plus clair, plus robuste sur les extrêmes de précipitation intenses que sur la précipitation moyenne. Parce que sur la précipitation moyenne, selon les modèles, on a quand même énormément d'incertitudes sur l'influence du changement climatique. Donc ça, c'est vraiment sur l'intensité. Sur ce qui est de la fréquence, c'est plus complexe, ça dépend des endroits. Pourquoi ? Parce que ça dépend de tout ce qui est circulation atmosphérique. Et sur ça, on a énormément de variabilité interne, ce qui veut dire que c'est difficile de voir des tendances sortir parce que, à cause de cette variabilité. Sur ce qui est des sécheresses, ça va dépendre beaucoup des régions. Il y a des régions pour lesquelles on observe qu'il y a plus de sécheresse, par exemple autour de la Méditerranée, et d'autres où le signal est nettement moins clair. Pour ce qui est des tempêtes, on revient sur notre problème de circulation atmosphérique où c'est pas forcément évident de trouver des tendances parce qu'on a trop de variabilité et pas d'assez longue série temporelle. Pour les cyclones, donc là, on a pas mal de débats dans la communauté
Ce qui semble ressortir, et les conclusions du GIEC, c'est que les cyclones les plus intenses devraient s'intensifier. Et ce que je vous ai dit sur les pluies intenses qui accompagnent les cyclones, c'est la même chose quand ça accompagne les cyclones par rapport à des pluies intenses qui ne viennent pas de cyclones. C'est-à-dire que les pluies sont plus intenses qu'elles ne l'auraient été dans un monde sans changement climatique. Et en vous écoutant, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une compréhension, au-delà de la manifestation locale, une compréhension globale à avoir, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de phénomènes, de paramètres qui interviennent. Yulia, sur ces fréquences, sur ces natures des phénomènes, sur cette... Oui, je me permets de ne pas tout à fait être d'accord parce que d'après ce que je sais... C'est ce qui fait l'intérêt de ces matinales, c'est d'avoir Absolument. plusieurs voies à explorer. Non, parce qu'il faut garder en tête que les réponses d'un système à une irritation quelconque, donc les signaux plus forts de précipitations ou d'autres choses, c'est quand même proportionnel à cette irritation ou cette forçage du système, on peut dire, seulement si le système est linéaire. Sinon, en fait, on peut avoir les réponses plus fortes ou plus faibles pour les systèmes non linéaires. Et dans les modèles actuels de circulation atmosphérique ou climatique, modélisation climatique, il n'y a pas les modélisations directes de précipitations. C'est les concentrations en eau qui finalement, il y a une seuil à partir de laquelle c'est considéré qu'il va pleuvoir. Et les problèmes, si vous regardez les rapports GIEC récents, les précipitations, c'est vraiment les phénomènes physiques qui a plus d'incertitudes. En fait, les incertitudes indiquées par les chercheurs dans les rapports GIEC autour des précipitations dépassent vraiment les tendances d'augmentation des précipitations. Ça, c'est par rapport des modélisations précipitations. Par rapport d'observation, et ça, par contre, vous pouvez observer, je pense, chacun de vous a observé, même sur les campus d'école des ponts, si les pluies tombent durant les périodes où il faut aller à la cantine, il y a les pluies beaucoup plus fortes, beaucoup plus fortes, plus intenses, mais durant les périodes beaucoup plus courtes. Ce qui fait qu'on voit qu'il y a les tendances de redistribution des extrêmes à petite échelle, vraiment à l'échelle locale, en espace et très court en temps. Mais par contre, à l'échelle journalière, on retrouve les mêmes quantités de pluie. Il n'y a pas les tendances. En fait, précipitation, c'est une quantité physique où il y a plus de difficultés de démontrer les tendances quelconques. Si je peux me permettre de réagir, je pense je pense pas qu'on soit complètement en désaccord. Non, mais parce que du coup, en moyenne, effectivement, on n'a pas de tendance claire sur les observations. Par contre, quand on regarde les événements les plus extrêmes, là-dessus, il y a une tendance. C'est quelque chose qu'on observe et c'est dans les rapports du GIEC également. Bon, il y a dizaines d'années, ce sont les chercheurs de Météo France qui utilisaient les méthodes à travers d'échelles d'estimer les tendances dans les simulations des modèles climatiques pour les précipitations. Et en fait, bon, il y a les deux paramètres qui, si les deux augmentent, c'est clair que l'extrême augmente. Si les deux diminuent, c'est l'extrême qui diminue. C'est les théories. Et ils ont observé qu'il y a un des paramètres qui augmente, l'autre diminue. Et donc, il n'y avait pas les moyens de définir vraiment les tendances claires sur les extrêmes, les valeurs extrêmes des précipitations simulées. Et maintenant, actuellement, il y a un étudiant brésilien qui est venu pour les stages. Donc, par rapport à une série de simulations plus récentes, on va vous informer, mais malheureusement, dans quelques mois. Non, mais je vous parlais d'observation, simplement de tendance sur il y a quand même certaines stations d'observation locales qui remontent relativement loin dans le passé, sur lesquelles on voit des tendances sur les quantiles les plus élevés des distributions de pluie. Si vous le permettez, on va se pencher juste après sur la compréhension, justement, la façon dont on essaie de lire ces phénomènes et les analyser, et leur traduction par rapport aux différents acteurs comme des opérateurs ou des acteurs privés. Juste avant, il y a un point, puisque effectivement, quand on parle de phénomènes extrêmes, il y a un point qui est important, qui a été évoqué tout à l'heure par Anthony Briand, c'est cet impact des phénomènes extrêmes. Aujourd'hui, notamment l'impact économique, et du point de vue du constructeur,
On l'a vu dernièrement, puisqu'on parle de fréquence, de durée, on parle de nature. Il y a dans la construction un impact dont on parle beaucoup ces derniers temps, c'est le retrait-gonflement des argiles, avec, je crois, 3500 communes qui ont été classées récemment en état de catastrophe naturelle. Là, on est dans le concret, on sait que ces phénomènes-là, ils sont extrêmes et ils sont de plus en plus présents. Alors, c'est des phénomènes qui sont aujourd'hui observés, puisqu'en fait, le législateur s'en est emparé. C'est-à-dire qu'en fait, on a une très bonne visibilité de ces problèmes extrêmes, parce que on est arrivé même à avoir une loi qui impose, depuis janvier 2022, à toute personne qui construit d'avoir une étude de sol en fonction du zonage, parce qu'on a constaté des problèmes de gonflement, de retrait et de gonflement d'argile qui amenaient à la remise en cause de la solidité d'ouvrage. Donc en fait, quand le législateur arrive à prendre une décision, c'est que le phénomène il est tout à fait quantifié, il est décrit et maîtrisé. Donc du coup, aujourd'hui, c'est des choses que l'on va vérifier, mais c'est quelque part presque un peu... aujourd'hui, ce qu'on constate et les phénomènes dont on parle là, c'est finalement cette accélération de ces événements climatiques et finalement sur lesquels on n'est pas totalement prêt. Si on reparle de sécheresse ou de canicule, la nouvelle réglementation énergétique des bâtiments, qu'on appelle RE 2020 dans le jargon, embarque un nouveau critère qui s'appelle le confort d'été. Donc vous devez concevoir des nouveaux bâtiments qui permettent un certain confort d'été, ce qu'on compensait avant en mettant un peu plus de clim, ainsi de suite, mais avec les nouveaux critères imposés aux constructeurs à la fois en termes de CO2 au moment de l'acte de construire et de l'énergie dépensée au moment de l'exploitation de l'ouvrage, et ben ça remet en cause la manière dont on va bâtir les bâtiments, dont on va concevoir finalement la ventilation, dont on va concevoir les systèmes d'isolation. Mais là encore, c'est des phénomènes qui sont anticipés dans le cas du réchauffement climatique. Finalement, c'est plutôt une bonne anticipation, puisqu'on se rend compte que la fréquence d'apparition de des événements climatiques extrêmes, notamment de canicules, vont devoir être vraiment impactés aujourd'hui. Alors après, on a un petit biais dans le monde de la construction, c'est-à-dire qu'on a anticipé un certain nombre de permis de construire, puisque les réglementations s'appliquent aux ouvrages en fonction de leur date de dépôt de permis de construire. Donc il y a beaucoup de dépôts qui ont eu lieu avant la mise en œuvre de cette loi, la RE 2020. Voilà. Ce qui est une très bonne chose pour la filière. On sait qu'on a une crise très, très lourde qui arrive devant nous, donc voilà, il y a un peu d'activité. Oui, parce que c'est important aussi de préciser qu'en termes de vérification, de contrôle, ces activités que vous menez, ce sont des contrôles qui interviennent à un instant T, d'après un cahier des charges précis. Absolument. Qui correspond à la réglementation, à la situation à ce moment-là. Absolument. Par rapport à des phénomènes extrêmes, il y a le domaine nucléaire qui finalement fait du rétroactif. Post-Fukushima, par exemple, les exploitants de centrales nucléaires ont été amenés à repenser un certain nombre d'éléments de sécurité de leur... On a un micro qui est capricieux. Les exploitants de centrales nucléaires, c'est moi en fait. Non, je crois que c'est une question d'onde. Les exploitants de centrales nucléaires ont été appelés par l'ASN à mettre à niveau la sécurité de leurs ouvrages et notamment de créer des d'ultime secours en prenant en compte des facteurs de vagues, d'inondations, ainsi de suite, bien plus importants que ce qui avait eu lieu lors de la création de la centrale nucléaire. Et on le voit aussi, on a des rapports qui disent qu'au niveau assurantiel, on pense à pourquoi pas augmenter les primes d'assurance pour couvrir ces risques. On voit effectivement l'incidence, donc on a un vrai enjeu vital, climatique et effectivement économique qui bouleverse aussi notre quotidien. On va se plonger justement dans la deuxième partie de nos échanges sur la compréhension de ces phénomènes extrêmes. On va pouvoir poursuivre la façon dont aujourd'hui on essaie de les jauger, de les juger, comprendre et appréhender les phénomènes extrêmes. Tiens, pour vous, Sylvain Chapon, en tant qu'opérateur, vous parliez tout à l'heure de votre approche qui est à la fois temporelle et... On a une approche qui est méthodologique, pour reprendre ce qui vient d'être dit. Vous avez 4 grands temps qu'on peut après sous-définir, mais vous avez bien sûr l'anticipation et l'identification du risque.
Par exemple, puisqu'on parle d'inondation, souvenez-vous, c'est pas si lointain, de la catastrophe qui a eu lieu dans le Benelux et dans le nord de l'Allemagne il y a 2 ans maintenant, où là, on a vu des villes entières en Europe qui ont été victimes d'inondations majeures. Et là, il y a eu un très gros travail qui a été réalisé par la suite, par exemple par Tractebel chez nous, en termes d'ingénierie. Et là, la temporalité, c'est aussi apporter des réponses, mais aussi d'envisager l'avenir. Vous avez la gestion, la modération des impacts, bien sûr, c'est-à-dire prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les effets cascades, les effets dominos, comme on dit. Et ça, c'est important. Il y a une logique, bien sûr, de gestion des réseaux pour ne pas amplifier les phénomènes. Ça, c'est fondamental. Sur la gestion de crise, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais là aussi, on a en particulier des outils numériques qui permettent de bien appréhender d'abord l'interconnexion des réseaux, qui par nature sont de plus en plus liés, et puis toujours dans une logique d'éviter les effets dominos, et puis de trouver des réponses pour limiter d'abord les risques humains, pas l'oublier quand même, et tout le reste en termes de continuité de service. Et enfin, le 4e temps, si je puis dire, c'est le retour d'expérience qui est fondamental. On est dans une sorte de boucle, alors, je ne sais pas si elle est vertueuse, j'espère qu'elle l'est, où ce retour d'expérience permet de prendre en compte d'abord la nature du phénomène, ce qu'il a provoqué, la manière évidemment dont on l'a géré, où on a pu en modérer les effets, et donc de recommencer à chaque fois dans ce qu'on reconstruira ou ce qu'on ne reconstruira pas, ça peut arriver, de la manière où on peut trouver des innovations, d'autres systèmes, et puis anticiper les choses, c'est aussi les penser à l'avance, c'est planifier. Là, on a des outils numériques qui le permettent, je pense aux jumeaux numériques dont on est un des spécialistes, qui permet de planifier, d'aider à la décision très en amont. On le voit par exemple en matière de vagues de chaleur qui sont indissociables, ça a été évoqué à plusieurs reprises autour de cette table, des phénomènes d'inondation paradoxalement. Et puis aussi on est vraiment sur une logique de prendre en compte avec des indices, des indicateurs, des indices de naturalité, des indices de perméabilité, des indices de minéralité des milieux sur lesquels on travaille. Et là, effectivement, on est vraiment dans une approche. Et puis, par exemple, lutter contre les îlots de chaleur, c'est aussi penser à des réseaux de froid qui permettent de limiter parfois des usages excessifs de la climatisation qui peuvent eux-mêmes créer des îlots de chaleur et donc amplifier d'autres phénomènes, notamment en cas d'inondation. Et donc, en conclusion, pour répondre définitivement à votre question, c'est qu'on a une approche holistique. Je pense que c'est ce qui apparaît dans nos échanges, c'est qu'il est difficile de dissocier ces briques qui constituent un écosystème. Et pour un opérateur comme nous, qui sommes complètement intégrés dans l'écosystème, on est obligé d'avoir cette approche qui est holistique, globale, par segment et par association. C'est justement la raison du pluriel dans cette question. Quelle compréhension en fonction de l'activité de chacun, effectivement, quand on est un réseau de production, de distribution, d'acheminement d'énergie, on doit se poser toutes ces questions. La compréhension, on a ce phénomène, on doit l'anticiper, on doit le comprendre au mieux, et en attendant, on doit continuer à délivrer et à maintenir notre mission. Je vous voyais réagir, Jacques Matillon, non? Non, je suis d'accord. Sur ces compréhensions justement des phénomènes extrêmes, en préparant la matinale, Aglaé, vous nous expliquiez qu'il y avait dans votre activité de nombreuses datas dont vous disiez que votre activité consiste à les faire parler, à les mettre au service des différents acteurs pour qu'ils s'en emparent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites, comment vous travaillez sur ces modèles-là? Et vous m'aviez parlé d'un exemple très parlant, d'un exemple de dé, justement, un petit peu pour expliciter aux profanes que je suis les modèles sur lesquels vous agissez aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il n'y a pas que les modèles. Je pense que c'est très... Ouais, bon, moi aussi, j'ai le problème de micro. Je pense que c'est très important, justement, de pouvoir se référer à des observations. Donc, du coup,
à chaque fois, quand on fait une étude sur des événements extrêmes, en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai travaillé dessus, on a toujours une partie où on regarde déjà qu'est-ce qu'on a dans les observations. Donc, on a aujourd'hui ce qu'on appelle des réanalyses qui nous permettent d'avoir des... alors, pour expliquer en version très simple, c'est des observations sur une grille. Donc, en fait, quand on regarde le monde d'un point de vue de climatologue, on est intéressé par différentes variables qui, évidemment, sont en continu et qu'on discrétise pour avoir sous forme de grille, pour savoir quelle température, par exemple, il fait le 1er janvier 1973 dans un point de grille qui va être, par exemple, de, un côté de 8 km, par exemple. Donc ça, c'est des réanalyses que Météo France nous donne sur la France. On va avoir toute la France grillée à 8 km de côté, donc 64 km². Et on va regarder déjà, si je m'intéresse aux sécheresses, à quoi elles ont ressemblé, les sécheresses historiques pour Météo France depuis 1958, par exemple. Donc, on regarde ça. Et après, on regarde est-ce que nos modèles climatiques... Parce que l'une des choses qui nous intéresse, nous, en tant que climatologues, c'est de voir, d'une part, en fait, quand on a la météo qu'on a vécue, donc l'historique, c'est une réalisation de météo qu'on peut avoir dans le climat, donc qui est l'ensemble des possibles dans lequel on vit. Et donc, quand je vous parle de variabilité interne, c'est-à-dire que, en fait, on suit une trajectoire de météo, mais on pourrait en suivre une autre qui serait physiquement possible dans le climat dans lequel on vit. C'est-à-dire que quand on utilise des modèles, ça nous permet de faire d'autres trajectoires et d'essayer d'explorer l'univers des possibles. Alors, comme le disait Julia, nos modèles sont loin d'être parfaits, ils ne peuvent pas tout simuler, et puis on a justement ce problème qu'on est obligé de discrétiser, donc de faire des grilles. Donc là, quand je vous parle de grilles avec des côtés de 8 km, c'est déjà une bonne résolution pour un modèle de climat, mais on ne peut pas simuler l'intégralité de tous les processus physiques qu'on a à l'intérieur de ce type de point de grille. Ceci étant dit, on va quand même utiliser ces modèles parce que c'est utile de pouvoir avoir plus de données. Et déjà, dans une partie historique, ça nous permet de comparer est-ce que ce qu'on a observé, notre modèle est cohérent avec ce qu'on a observé. Donc, on peut faire déjà cette première étude-là. Et ensuite, on peut regarder ce qui se passe dans le futur, donc pour différents scénarios de changement climatique, et regarder qu'est-ce qui est plausible selon nos modèles, si on les a d'abord validés comme étant capables d'avoir des distributions pour les données qui nous intéressent, par exemple de sécheresse, donc de jours sans pluie, par exemple, si on a validé qu'ils étaient au moins corrects dans la période historique, tout en étant conscient que les modèles ne sont pas parfaits. Donc ça veut dire que pour qualifier ces phénomènes, je vulgarise, en extrême, on est obligé de s'appuyer sur nos connaissances, sur les mesures prises, sur ces et points dans ces précis. modèles, on met quand même de la physique, c'est-à-dire qu'on comprend quand même les équations de base qui régissent le climat jusqu'à un certain point. Voilà. D'accord. La difficulté, c'est que ces phénomènes extrêmes interviennent aujourd'hui dans des endroits qu'on ne supposait pas ou interviennent de façon La difficulté, différente. c'est que en plus du problème qu'on a de base de ne pas avoir des très longues séries temporelles d'observations sur lesquelles on puisse faire juste calculer des durées de retour, on est dans un monde non stationnaire. Et donc dans un monde non stationnaire, si je vous reprends l'exemple que je vous donnais, donc dans mon monde stationnaire, je veux regarder, en fait c'est comme si je lançais un dé chaque année pour savoir si je vais avoir un événement extrême. Et donc je vais compter le nombre de fois que je tombe sur 6. En gros, ma série temporelle, ça va être c'est extrême, 6 et 6. Donc c'est très, très, très imagé. Le problème, c'est que là, on part du principe que notre dé, il ne change pas. Or, dans le climat qu'on a aujourd'hui... Aglaé, on va essayer avec le nouveau micro, je suis désolé. Pardon. Voilà. Avec le changement climatique qu'on a aujourd'hui, notre dé n'est plus le même. On sait qu'il change, donc que la probabilité de tomber sur 6 va changer. Donc c'est comme si on avait un dé pipé,
Sauf que du coup, on a notre dé qui est un peu différent chaque année, parce que c'est non stationnaire. Et donc là, on a des problèmes à devoir... c'est là tout l'enjeu, c'est d'être capable quand même de dire, aujourd'hui, la durée de retour, c'est ça. Il y a 50 ans, c'était ça. Quelle est mon incertitude autour de ça? Parce que c'est très important de mesurer les incertitudes et parfois, on n'a pas de signal qui sort en dehors des incertitudes. Et qu'est-ce que je pourrais avoir dans le futur selon mes modèles climatiques? Et parce que le phénomène intervient dans un contexte global climatique. Yulia, je vous vois réagir sur cette compréhension des phénomènes extrêmes. Tout d'abord, jeter en D, c'est effectivement une expérience indépendante des autres. Les données climatiques ou les données géophysiques, ils sont fortement corrélés. C'est les corrélations à très longue portée, et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas actuellement vraiment les théories bien identifiées pour les prédictions des valeurs extrêmes. Parce que toutes les théories, ils en existent effectivement pour les événements indépendants ou faiblement dépendants. Donc, par exemple, si on prend les valeurs annuelles maximales, on considère généralement que les dépendances entre les valeurs annuelles et corrélations faibles. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Moi, ça ne doit pas être considéré comme vrai pour les scientifiques qui étudient le climat, parce qu'il y a les fortes corrélations, donc dépendance, y compris pour les valeurs maximales annuelles. Et toutes les chose qu'il faut tenir quand même en compte. J'ai l'exemple, j'ai travaillé beaucoup avec Météo France, donc il y avait M. Wesser qui était responsable à l'époque d'études climatologiques de Météo France. Et lui, il disait que on peut toujours introduire un seuil à partir de laquelle on prend que les valeurs qui dépassent cette seuil sont extrêmes. La question, comment choisir cette seuil? Et si on change cette seuil, les distributions des valeurs qui dépassent cette seuil vont changer. Donc, en fait, c'est la question comment choisir les seuils et quelle probabilité de considérer pour les valeurs dépassant cette seuil. Aux États-Unis, il y a les lois fédérales qui imposent d'appliquer un certain nombre de distributions de façon obligatoire pour chaque étude. En France, ça n'existe pas. Météo France, par exemple, jusqu'à l'année 2000, utilisait plutôt les fuites exponentielles. Et ça marchait plutôt pas mal pour plusieurs stations, sauf Sidenol, effectivement. Donc, par contre, les tempêtes, vous vous souvenez, passage en 2000, il y avait très fortes tempêtes. Et par exemple, pour les stations, je prononce peut-être mal, General Gus, en France, ils ont vu qu'il y a déviation énorme, observation par rapport de la série. Est-ce que c'est les changements climatiques? On ne sait pas. Mais bon. Personnellement, je considère qu'avec quarantaine d'années d'observation, pour les valeurs extrêmes, ils ont enfin arrivé à la série suffisamment longue pour observer des valeurs vraiment extrêmes. Parce qu'il faut comprendre que pour chaque échantillon, il y a toujours les valeurs fortes. Mais ces valeurs fortes caractérisent cet échantillon-là et n'est pas les processus. Ça veut dire que pour comprendre ces phénomènes extrêmes, il faut se positionner à différentes échelles aussi. Ce n'est pas à différentes échelles, je dirais, c'est à travers des échelles. À travers des échelles. Ouais. Et c'est seulement dans ce contexte on peut effectivement avoir les prévisions des valeurs extrêmes en tant qu'extrêmes. Parce que vous avez mentionné 2 fois les assurances, je vais vous dire qu'il y a les 2 types d'assurances. En fait, par rapport des valeurs fortes d'échantillonnage, c'est l'assurance qui s'intéresse. Pour les valeurs extrêmes qu'on essaie de discuter aujourd'hui, c'est les réassureurs qui s'intéressent. Et en fait, l'assurance n'a rien à faire parce qu'ils ont dit, nous, on est assuré pour ce type d'événement. Donc, c'est là où c'est important d'avoir les théories, de mon point de vue, qui permettent de prédire en avance les extrêmes des extrêmes. Il y a de l'observation, des datas. Quels sont les dispositifs aujourd'hui qui nous aident à comprendre, à mesurer, à analyser, à développer les différentes approches? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais qu'il y a des dispositifs pour mesurer les précipitations, mesurer la... Au niveau des laboratoires, on essaie effectivement d'avoir plutôt les cercles, différents cercles. Donc, à partir des compréhensions théoriques, on dispose les appareils de mesure de telle façon pour avoir mieux les comportements des phénomènes. Cette meilleure compréhension des phénomènes donne amélioration des modèles.
je peux citer les statisticiens, les George Box, qui disaient qu'en fait, toutes les modèles sont fausses, mais certains sont vraiment utiles. Donc, on essaie de faire les modèles plus utiles possibles, donc on améliore chaque fois. Et une fois on a les certitudes que ça marche, certains niveaux, on essaie effectivement d'avoir les liens avec industriels pour partager les connaissances. Vous travaillez avec des acteurs tels que des régions, des villes qui demandent aussi d'avoir, justement, vous parliez de modèles, des compréhensions. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer ce qui est développé aujourd'hui Alors, moi je peux vous donner quelques exemples avec qui je travaille. Donc, il y a eu récemment le développement de ce qu'on appelle des GREC, des groupes régionaux d'experts du climat, en France. Donc, où en fait, on se réunit en tant qu'experts du climat, donc par exemple en Île-de-France, et on essaye d'apporter des connaissances pour la région ou pour des collectivités locales. Et dans ce cadre-là, en fait, on essaye de discuter avec eux de ce qui serait pertinent pour eux. Donc ça peut être juste faire des rapports sur des sujets précis. Par exemple, j'ai coécrit un rapport pour la région Île-de-France sur les événements extrêmes en région Île-de-France en contexte de changement climatique avec des collègues. Ou ça peut être des commandes plus précises. Alors celle-là, je ne suis pas impliquée dedans, mais la mairie de Paris a demandé à certains de mes collègues de regarder est-ce que c'était possible d'avoir Paris à 50 degrés. Donc il y a des exercices où on essaye de travailler ensemble. J'ai aussi eu des discussions avec Veolia qui se pose des questions sur c'est quoi la recherche pertinente pour pouvoir se préparer pour les différentes usines d'assainissement en Île-de-France au changement climatique. Donc là, ça peut mener à la création de projets de recherche en commun. En ce moment, je suis en train de discuter avec la Massif et à l'École normale supérieure et le laboratoire de sciences sociales de l'École normale supérieure sur des questions de mutualisation des risques. Et donc, on essaye de réfléchir à des types de recherches qui peuvent être intéressantes dans le cadre d'une chaire où on puisse lier des approches de sciences sociales et des approches de sciences du climat pour notamment faire des choses qui s'approchent un peu de prospective, c'est-à-dire qu'on va regarder c'est quoi des événements plausibles, ou en tout cas des événements qui pourraient arriver selon nos modèles et présenter ce type de résultats à différents acteurs de terrain pour voir comment est-ce qu'ils réagissent et comment est-ce que ça peut mener à des discussions sur la mutualisation. Donc là, je parle de sécheresse, donc la mutualisation de l'eau, mais ça peut être aussi la mutualisation des risques de manière plus générale, en se disant que, comme dans certains exercices de prospective, le fait de parler d'événements qui ne sont pas tout de suite, potentiellement, ça peut aider à sortir des tensions du quotidien, donc notamment sur la ressource en eau. Il y a beaucoup de tensions en France, on l'a vu avec des exemples comme Sainte-Soline. Et donc, est-ce qu'on peut parler du futur où potentiellement le paradigme qu'on a aujourd'hui d'abondance de l'eau en France est plus tout à fait pertinent? Donc, qu'est-ce que ça veut dire de repenser la gestion de l'eau en France? Voilà. Donc. Yulia, sur ces interventions, sur ces aides, sur ces solutions qu'on vous demande de trouver, vous m'avez donné des exemples sur les voies vertes qu'on essaie de créer ou sur lorsqu'on essaie de planter par exemple des arbres à Paris et qu'effectivement ce modèle ne fonctionne pas dans une autre ville comme à Londres. Comment vous intervenez dans ces questions-là Je veux juste revenir sur un exemple. Si vous regardez les nuages, généralement c'est considéré qu'ils en couvrent 2/3 des ciels. Et toutes les quantités de l'eau dans ces 3 états se trouvent dans ces nuages. Donc si vous allez prendre cette quantité de l'eau, ramener à tension atmosphérique normale, température normale, vous allez obtenir toutes les quantités de l'eau dans l'atmosphère et essayer de distribuer cette quantité de l'eau sur les surfaces de la Terre, de façon homogène. D'après vous, quelle épaisseur de couche vous allez obtenir? Alors moi j'ai la réponse, parce que vous m'aviez déjà posé la question, et je peux la donner. Si on distribuait l'eau de façon uniforme, homogène sur l'ensemble de la planète, ça ferait 0,1 mm. J'ai bien retenu? Exactement. Ça, c'est épaisseur d'un cheveu sur notre tête.
Et en fait, cette quantité n'est pas détectable par les pluviomètres, donc en fait, elle ne pleut jamais. Donc il faut quand même tenir dans le compte les natures de la nature, que toutes les quantités qui circulent dans l'atmosphère, ils sont fortement hétérogènes et intermittents dans le temps. C'est les principes des principes. Ici, on veut trouver les solutions efficaces pour finalement avoir la résilience vis-à-vis des phénomènes extrêmes. Ces solutions, et c'est important aussi d'avoir approche de que ces solutions n'est pas partout, ce sont les solutions distribuées de façon hétérogène dans l'espace, avec les fonctionnements intermittents. Et ça, c'est important. Parce que pour le moment, effectivement, on parle des solutions fondées par la nature, on parle des arbres, toitures vertes et tout ça, mais on essaie de distribuer là où c'est possible. Et on ne pose pas les questions, est-ce que ce soit utile d'installer dans cet endroit, ou est-ce qu'il y a vraiment la nécessité d'installer quelque part ailleurs. Sylvain Chapon, vous réagissez, allez-y. Hein. Alors, si on s'y intéresse, je vous rassure, madame, nous, on se positionne beaucoup dans l'aide à la décision aussi, parce qu'on est bien dans une logique de planification, d'anticipation de l'espace, qui soit urbain, évidemment, mais d'une manière générale, on raisonne en termes de territoire. Et on n'a pas évoqué, mais c'est important, et ça répond à vos légitimes préoccupations, l'aspect cartographique. Et on pourrait citer, par exemple, ce que peut faire une de nos filiales, Cyradiel, en matière d'aide avec des outils numériques adaptés, qui permet de simuler et donc d'aider à la planification. On a déjà de très bons outils de documents d'urbanisme en France sur les expositions au risque, sur les expositions au risque d'inondation. Le code d'urbanisme les mentionne et ils sont très bien utilisés en général. Il va y avoir aussi la problématique générale des ânes qui intervient désormais, mais aussi, Jacques, vous y avez fait, on va préciser. Zone artificialisation nette, dont on parle beaucoup. C'est pas des formations de journalistes. Zéro artificialisation nette. Et surtout, la loi climat et résilience a également évoqué de son côté tout ce qui était trait de côte et autres pour les risques d'urbanisme et de construction. Aujourd'hui, nous, on essaye de mettre en place des systèmes d'aide et de planification où on prend en compte, là où c'est le plus utile, la végétalisation avec des indices de naturalité ou de perméabilité. Mais quelle espèce, par exemple? On a des outils qui permettent de singulariser les espèces d'arbres, tout simplement, sur des étendues extrêmement larges, et soit par LIDAR ou autre, avec des campagnes aériennes, qui nous permet des jeux de données et des jeux d'ensemble qu'on mouline, si je puis dire. On fait des modèles et on voit les espèces, par exemple, d'arbres qui seront les plus adaptés dans la lutte évidemment contre la chaleur, mais également en matière de prévention des inondations. On connaît le rôle de la végétalisation en la matière, d'érosion des sols, voire de défertilisation des sols aussi, il faut l'évoquer, parce que les inondations ont des dégâts dramatiques aussi pour l'agriculture. Et donc ça, on le fait. On le fait aussi dans les gestions des bassins. Je pourrais citer la Loire avec Blois, Dijon aussi avec les stress hydriques, on l'a fait. Vous avez de plus en plus des coups de mini-averses extrêmement fortes d'un coup sur un espace donné, des fois très localisées. Et quand je parlais d'approche holistique, c'est pas du tout en contradiction, ça a été évoqué, avec la notion d'échelle. On intervient bien, c'est un peu d'ailleurs la force d'un opérateur comme nous, c'est qu'on a l'habitude d'intervenir à des échelles très différentes, à des échelles d'un écoquartier, parfois en matière énergétique, l'échelle de quelques immeubles, dans la manière dont on les dessert, mais également à des échelles beaucoup plus vastes en matière de transport, en matière d'analyse des flux, en matière de gestion générale des écosystèmes et des réseaux. Et donc, on n'oppose pas du tout une approche holistique avec une approche d'échelle. Et à chaque fois, on essaye d'apporter des réponses là où il faut, quand il faut, et avant que, j'allais dire, les ruptures de service, j'interviens beaucoup là-dessus, de continuité de service interviennent. C'est juste emboîter différentes échelles dans les modèles différents. Ce n'est pas les choses que regarder les fonctionnements des systèmes à travers des échelles. Globalement, si on regarde à travers des échelles et on voit qu'il y a les mêmes types de comportements de telle échelle à telle,
Ça, c'est effectivement approche scalant qu'on utilise beaucoup. Mais c'est contradictoire à finalement de considérer que sur cette gamme d'échelles, il faut regarder les 3 modèles qui sont sans boîte, parce qu'on utilise tel modèle, il était à telle échelle, à telle, parce que ça veut dire que 3 modèles seront nécessaires s'il y a les points de rupture évidents des comportements scalants. C'est-à-dire qu'il y a les changements principaux dans le fonctionnement des systèmes et c'est nécessaire d'utiliser les modélisations différentes. Donc, c'est juste, j'aimerais bien de distinguer ces 2 types d'approches parce qu'effectivement, c'est très populaire de parler de multi-échelles maintenant. Disons, j'ai fait les 3 modèles, il y a les 3 échelles caractéristiques pour chaque des modèles. C'est différent. Il faut effectivement aussi gérer les infrastructures qui fonctionnent aujourd'hui et les maintenir en état et continuer à anticiper. Et vous êtes effectivement sur une prospective qui va un peu plus loin. Ça nous amène sur cette partie 3. Demain, comment vivre avec ces phénomènes extrêmes dont on parle depuis tout à l'heure. Moi, j'aimerais si on peut avoir l'expérience de chacun sur comment on fait aujourd'hui justement pour ces phénomènes extrêmes. On a compris qu'ils étaient là, qu'ils étaient de plus en plus présents, de plus en plus parfois forts, intenses. Comment on vit avec? Ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Comment on peut, on parlait de résilience tout à l'heure, devenir résilient? Jacques Matillon. Alors, c'est un peu la difficulté de la période du sujet. Dans le monde de la construction, on construit à peu près 1% de bâtis neufs. En fait, on renouvelle à peu près 1% du parc d'ouvrages par an. Donc, on est sur une échelle de temps très longue en termes de renouvellement du bâti. Et donc, on est confronté aujourd'hui à un mur de la rénovation. Enfin, c'est un petit peu le sujet dont on entend parler avec le classement, notamment des logements qui vont devoir sortir du parc locatif s'ils ne sont pas rénovés. Donc en fait, aujourd'hui, on va avoir une crise de la construction neuve et en parallèle, il va falloir qu'on rénove une part très très substantielle du bâti. Et ça nécessite aussi, cette rénovation, c'est complexe. Donc, et c'est complexe à plusieurs titres, ça coûte beaucoup d'argent. C'est des techniques souvent pas si simples que ça à mettre en œuvre. On est dans du haussmannien, il y a de la pierre. Et si on est ici dans un site qui coûte excessivement cher, si on vous dit qu'il faut rajouter 20 cm d'isolant à l'intérieur de votre logement, ça représente une somme considérable à la fin. Donc il va falloir qu'on soit capable aujourd'hui de s'adapter très vite, parce que là aussi l'enjeu il est d'aller vite pour prendre en compte ces évolutions, ces fréquences, en tout cas d'événements. Je ne suis pas climatologue, je constate juste qu'il fait chaud de plus en plus et de plus en plus souvent l'été à des niveaux insupportables pour les citadins dont je suis. Et donc voilà, donc en fait on est confronté à ça. Comment on vit? Il faut qu'on s'adapte et qu'on s'adapte beaucoup plus vite que ce qu'on avait l'habitude de faire et qu'on mette les moyens qu'il faut sur la table. On a parlé tout à l'heure, vous parliez de modèles numériques, vous parliez effectivement de modèles mathématiques. Il y a aussi la métrologie qui a un rôle à jouer pour la compréhension des phénomènes et pour préparer, pour déployer les solutions qui fonctionnent aujourd'hui et qui doivent être améliorées pour préparer demain. Absolument, je pense qu'il n'y a aucune contradiction dans les échanges qui sont intervenus à ce stade. La métrologie, c'est quelque chose de fondamental pour les énergéticiens, même dans notre vie quotidienne. Suivre quelque chose, le rationaliser, l'évaluer, c'est déjà le maîtriser et anticiper ses dysfonctionnements. Et souvent aussi, c'est un aspect fondamental en matière de sobriété énergétique, qui a aussi un impact sur ce qu'on est en train d'évoquer. Et donc la métrologie, elle est évidente. Elle est évidente pour les réseaux. Elle est évidente aussi là en termes de prévention et de gestion, comment vivre avec. Et c'est déjà suivre les choses, comme vous le dites très bien. Le Tractebel, par exemple, en Irlande, je cite encore un exemple. Ils ont un système de centre de prévision avec Met Hurrian, qui est l'équivalent de la météorologie nationale en Irlande, et qui permet par cloud d'avoir tout un système
ça va être sur plusieurs années, avec une redondance continue et des calculs continus à partir de 1000 indicateurs de la gestion des bassins versants en Irlande et donc des inondations. C'est quelque chose de fondamental, qui d'ailleurs se perpétuera encore sur 7 ans. On est bien aussi, on essaye nous aussi d'être dans la durée. Et donc, ça permet aussi de mettre en place des modes de calcul, d'évaluation et de suivi extrêmement fins. De la même manière, on met en place des indicateurs, Cyril le fait, d'évapotranspiration, de niveau des eaux, bien sûr, de niveau d'élévation plus ou moins rapide. Ça, il faut l'évoquer aussi, des endroits où l'eau monte plus ou moins vite, avec des précipitations égales. Eh bien, là aussi, on est dans une logique d'indicateur, de gestion des jeux de données, et de modèles de calcul. Il y a une plateforme qui s'appelle SC Web qui fait ça. Et donc, on arrive à chaque fois à créer, quelle que soit l'échelle, vous avez remarqué, je vous parlais à la fois d'échelle au niveau des quartiers, de villes moyennes, de grandes villes, mais également d'États. On arrive finalement à acquérir une expérience dans ces domaines. C'est vrai en Europe, c'est vrai aussi dans le monde. J'ai d'autres exemples hors Europe. Mais maintenant, je me permets d'insister là-dessus, c'est que ces phénomènes-là nous touchent, nous, avec des systèmes dans nos milieux et nos territoires hyper développés, qui sont interconnectés. Et donc, c'est cette vulnérabilité qu'on doit gérer. Et la métrologie permet de bien suivre, d'évaluer, d'anticiper et de prendre le meilleur en retour d'expérience pour limiter les dégâts futurs. Alors, quelle synergie, quel peut-être exemple on a aujourd'hui d'actions qui fonctionnent, qui permettent peut-être de réunir des acteurs et qu'il faut impérativement déployer demain. Enfin, est-ce qu'on a des exemples de cet ordre-là, Yulia, des projets qui sont développés au niveau européen, des projets de... Oui, je peux commencer par la chaire qui était mentionnée par Anthony. Donc, on a eu la chaire qui permettait d'installer les radars de recherche météorologique sur les campus d'école des ponts pour, d'une part, observer mieux les précipitations. Nous, on a rêvé que, en fait, cette meilleure observation va être mieux utilisée par les entreprises qui sont intéressées par ce type d'informations. Les grandes surprises, que les modèles qui ont été développés par industriels, ils sont effectivement à l'échelle beaucoup plus large que les informations disponibles par rapport des pluies. Et donc, certaines façons, ils se sentent très confortables avec les mesures des précipitations données par Météo France à plus grande échelle, parce que sinon, il faut changer les modèles hydrologiques aussi. Il faut que l'échelle des observations soit compatible avec l'échelle des modélisations. Sinon, on juste agrège les données mesurées. Ça, c'est pas trop des... Donc, ce qu'on a observé, que c'est très difficile en région parisienne, beaucoup plus facile, par exemple, en Belgrade. Parce que Veolia et à Belgrade, ils n'ont pas les modèles encore hydrologiques, et donc ils ont intéressé effectivement par utilisation des modèles qui étaient développés à l'école des ponts pour travailler sur les petites échelles. Donc, à partir des petites échelles jusqu'à les grandes échelles. Je ne sais pas... Sylvain Chapon, je vous vois réagir. Oui, allez-y. On revient à juste titre, madame, sur les aspects d'échelle. Aglège Ezekiel a évoqué tout à l'heure le niveau régional, plus en plus en matière de police halieutique, de planification, d'approche de l'environnement. L'échelon régional a une importance importante, une importance majeure. On le voit en matière de transport aussi. Tout est lié. Et pour l'Île-de-France que vous avez cité, on est particulièrement impliqué dans le jumeau numérique d'Île-de-France et des plateformes de services. Et là aussi, on a un rôle majeur à avoir parce que on le voit aussi, c'est cette connexion de l'ensemble des réseaux, mais également des échelons administratifs, des échelons politiques, des échelons de décision en matière de planification, qui d'ailleurs doivent faire preuve, elles le font, hein, de cohérence entre eux, pour avoir ces aspects-là. On le voit, l'eau, par exemple, c'est vraiment un élément
c'est tout l'intérêt d'ailleurs de cette journée et de cette matinale, c'est que l'eau est typiquement un élément qui rentre en compte dans la planification de plus en plus, parce qu'on a besoin de l'eau pour à peu près toutes les activités économiques sur un territoire, outre son aspect vital bien sûr, et l'eau est devenue un enjeu majeur dans son mode de gestion pour l'ensemble des décideurs. Et nous, en tant qu'opérateurs particulièrement attachés au territoire, par tradition, par historique, on est directement imprégné par les décisions qui seront prises. Et donc, on essaye là aussi d'apporter tous nos moyens, qu'ils soient techniques, notre expérience et méthodologique. Aglaé, comment on fait pour justement préparer demain est-ce qu'il y a des exemples concrets d'actions que vous pourriez nous... J'ai plus de questions que d'exemples concrets, malheureusement. Faites-nous en part. Non, vous avez demandé comment est-ce qu'on peut devenir résilient, et donc forcément, moi je me pose la question aussi du point de vue de mon rôle de chercheuse. Bien sûr. Parce qu'en fait, là, face au changement climatique, et même face aux événements extrêmes, sans parler de changement climatique, être capable de fournir les données les plus à jour, celles sur lesquelles on est le plus en confiance d'un point de vue scientifique, puisque la recherche continue d'avancer. Il y a une vraie question sur comment est-ce qu'on le fait. Donc, notamment dans ma communauté, on développe ce qu'on appelle des services climatiques, qui sont parfois développés par le monde académique, parfois développés par des industriels, parfois développés par des acteurs frontières entre les deux. Et pour moi, il y a une vraie question, si on parle de résilience, d'accessibilité de ces données, et de aussi comment est-ce qu'on les traduit, comment est-ce qu'on les rend compréhensibles et utiles. Aussi même, est-ce que c'est ça dont on a le plus besoin pour faire des plans d'adaptation ? Parfois, il vaut mieux d'abord regarder la vulnérabilité que s'intéresser à l'aléa, comprendre sur quoi... Et à long terme aussi. Comprendre sur quoi on peut agir, et comment est-ce qu'on peut co-construire intelligemment entre le monde académique, le monde privé, le monde public, et sans laisser de côté les acteurs qui n'ont pas forcément le même pignon sur rue qu'un acteur comme Engie, par exemple, qui n'ont pas forcément autant de personnes qui ont la capacité de récupérer les données qu'on va mettre en ligne et qui sont lisibles pour des gens qui ont un minimum de background scientifique, mais pas pour tout le monde. Ça veut dire qu'au-delà de l'aspect climatologique, il faut faire se parler plusieurs sciences, plusieurs approches, je pense que sociologiques, économiques... Pour moi, oui, à la fois d'un point de vue académique, mais pour un acteur comme l'École des Ponts, qui reste une école, il y a une question de, justement, comment est-ce qu'on forme cette génération qui peut être des passeurs de frontières, quelque part, entre cette science et différents acteurs, et qui aussi garde un point de vue éthique sur, justement, qui est-ce qui a accès à ces données, et quel niveau de justice on peut avoir dans notre capacité à transmettre ces informations et à ne pas laisser de côté les populations les plus vulnérables. Avec de l'interdisciplinarité, j'ai quand même entendu ça aussi, et effectivement cet aspect de l'accessibilité, de à qui on destine, mais justement, demain, comment vivre avec ces phénomènes, c'est une question qu'on pose à notre organisation collective. Sylvain Chapon, vous réagissez ? Oui, ce sera peut-être le petit mot, après on va passer aux questions. Oui, je pense que l'une des réponses qu'on peut apporter, c'est d'abord intégrer les jeunes dans les entreprises avec ce que vous venez d'évoquer. Et puis, on a, pour ce qui concerne Engie, centre de recherche particulièrement impliqués et des outils comme 360, CityScan et autres qui font des diagnostics de territoire qui sont basés, je pense que c'est une des réponses à votre préoccupation, sur la co-construction. C'est très important. On est sur l'adaptation au changement climatique. C'est un défi fédérateur. C'est un défi qui concerne tout le monde. Et sur des aspects comme ça, je pense on a des outils qui permettent d'avoir des approches ACV, AFME, par exemple, sur tout ce qui est analyse de cycle de vie, sur tout ce qui est lié à l'économie circulaire et autres, qui sont par définition
bien sûr, accompagnent des prestations et des réseaux, mais qui sont par définition des éléments de co-construction dans une logique d'intérêt général pour relever le défi du changement climatique. Et donc, c'est une des réponses. J'espère qu'on est, nous, à cette hauteur-là. Je crois que nous le sommes foncièrement. C'est de toujours travailler dans un outil de partage des données pour arriver à ces résultats. Jacques Matillon, on parle de résilience. On sait aujourd'hui, d'après certaines données que l'on a, qu'il vaut mieux construire un endroit plutôt qu'un autre. On le sait au niveau des précipitations de l'organisation de nos cités. Est-ce que demain, pour être résilient, il faut aller plus loin que ça? Est-ce que du point de vue du législateur, faire bouger les choses, de l'expertise, des règles, je sais, hein, c'est un peu la conclusion, donc on se projette avant de passer aux questions. Pas très facile. Non, c'est pas facile. Moi-même, je pourrais pas y répondre. Il faut savoir qu'en France, on a un corpus normatif qui est assez important. Donc, il y a beaucoup de règles à appliquer et le législateur a embarqué dans les dernières évolutions réglementaires un certain nombre d'éléments relatifs à cette résilience. On parle de RE 2020, donc il y a un certain nombre d'éléments qui ont été présentés sur l'économie circulaire, sur les nouvelles façons de construire, qui ne sont pas vraiment nouvelles, mais qui sont plutôt de la réinterprétation de ce qui a pu être fait par le passé. On va reconstruire en terre, on va réutiliser de la paille, on va réutiliser du bois. Du chanvre. Du chanvre. Enfin voilà, on a fait... Il y a de nombreuses filières qui sont en train de s'organiser. Il y a des filières qui sont en train de se créer. Donc encore une fois, ces filières, elles doivent aussi... prendre en compte les événements climatiques, c'est-à-dire que demain on va avoir besoin de bois, il faut qu'on plante les essences qui vont bien et qui vont pousser avec le nouveau contexte climatique. Hein. Il y a sans doute un certain nombre d'essences qui ne seront pas adaptées. Hein. Alors, en France, on est plutôt une forêt de chênes, on aime bien le chêne, on en a planté plein et c'est pas forcément ce qui est adapté aujourd'hui pour construire en bois, donc on importe du bois, donc là aussi il faut qu'on ait collectivement une approche cohérente par rapport au contexte climatique, à ces phénomènes que l'on rencontre au quotidien. Il va falloir aussi, en tant que consommateur, qu'on accepte, quand on achète un nouvel appartement, d'avoir finalement des parties qui sont réemployées. J'avais un client il n'y a pas très longtemps sur lequel on avait fait du réemploi, c'est-à-dire qu'on reprend des matériaux qu'on remet dans un immeuble neuf et l'acceptation par le bailleur, surtout dans un quartier très chic avec des loyers au mètre carré très très élevés, il ne comprenait pas qu'on allait réutiliser une partie, alors c'est des faux planchers, mais quand même, quelque part, ça posait question de se dire, attends, au prix que ça coûte, tu vas pas quand même me refourguer un truc ancien, quoi. Donc là aussi, on a un certain nombre de changements individuels à avoir pour pouvoir accepter de vivre avec ces phénomènes et pour pouvoir les embarquer collectivement. Est-ce qu'il ne faut pas aussi que, du point de vue réglementaire, les choses aillent un peu plus vite? On le voit aussi avec les normes, même si elles sont en France, on est bien doté en termes de normes, vous le disiez. Alors, si vous écoutez le monde de la construction et d'une manière générale le monde de l'entrepreneuriat en France se plaint que notre corpus réglementaire, l'entropie est très forte, ça grandit très vite et on empile beaucoup de réglementations. Il faut aussi avoir le temps de les mettre en œuvre. Si je reprends celle que je connais, la RE 2020, elle n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Il y a des seuils de décarbonation de la construction qui sont fixés à des horizons alors qui peuvent paraître très loin, mais qui sont des pas gigantesques à faire collectivement pour arriver à les respecter, quoi. La baisse de l'empreinte carbone d'un bâtiment, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut avoir des nouvelles techniques, il faut avoir des matériaux, il faut que le preneur accepte tous ces éléments-là. Donc ça prend du temps et je pense qu'on a quand même pas mal de règles à appliquer aujourd'hui qui doivent nous permettre de répondre à une partie du sujet. Sans doute qu'il faudra en rajouter, sans doute qu'il faudra changer des choses, mais ça prend du temps. Je posais la question par rapport à l'accélération de ces phénomènes, mais effectivement, vous avez en partie répondu. Yulia, oui, juste avant les questions, d'une part, je ne sais pas, est-ce que vous avez lu les lois sur le climat et résilience, mais le mot résilience, à part que dans les titres, et répétition de ces titres dans les textes, parle que de résilience du bois. Il n'y a pas d'autre question de résilience. On ne peut pas trouver qu'est-ce que c'est finalement la résilience et qu'elle on considère. Et je pense que résilience, c'est quand même une notion très importante dans le sens que c'est beaucoup moins rigide qu'adaptation. Adaptation, on fait. Résilience, on peut effectivement faire de façon assez différente. Et assez différente, c'est quand même garder les doutes sur nos outils
sur les capacités de nos outils aujourd'hui pour effectivement élaborer quelque chose de plus efficace. Et ça, c'est vraiment important vis-à-vis de aussi formation d'ingénieurs d'école des ponts, parce que les phénomènes et les théories des phénomènes non linéaires, il est beaucoup moins présent d'enseignement qu'il y a un certain nombre d'années. Et parce que c'est effectivement les tendances qui s'est simplifiées de faire finalement de linéariser les systèmes complexes, mais ça ne marche pas toujours, et surtout vis-à-vis des nations de résilience. Sylvain Chapon. Je pense qu'il faut avoir on l'a d'ailleurs, un discours positif. La résilience comme l'adaptation, qui sont d'ailleurs indissociables, c'est savoir trouver les méthodes et la posture pour limiter les dégâts, si je puis dire, les anticiper et faire qu'ils n'interviennent pas. Il y a des choses qui interviennent. Ça, on en est tous persuadés. Il y a des événements climatiques qui s'imposent à l'homme et à ses écosystèmes. Par contre, on a des réponses. Vous avez des mécanismes qui sont bien connus maintenant dans le public en matière de gestion des pointes de consommation quand il fait très froid, par exemple, ou quand vous pouvez avoir des ruptures parce qu'il fait trop chaud. Eh bien, nous, les énergéticiens, on sait gérer ça. On sait gérer sur l'ensemble de la ligne, que ce soit le transport, la distribution, jusqu'au consommateur final, voire en amont à la production. Donc ça, on arrive à le faire. C'est toujours une gestion comme pour l'eau, l'énergie, vous avez beaucoup de parallèles et de similitudes. On est dans une logique de gestion des flux. Et donc, vous avez des demandes fortes, vous avez des consommations, des sous-consommations, vous avez des événements climatiques qui interviennent directement sur la gestion des flux. Et bien ça, par la méthodologie, par la technicité, on arrive à le faire. Et aussi par la résistance des matériaux, par la manière dont on gérera et on installera les réseaux, on sait s'adapter et on sait être résilient quand vraiment ce phénomène va vers des risques de rupture. On va passer aux questions avec effectivement cette idée qu'il faut se parler, s'interroger collectivement, s'unir, effectivement écouter les voies et emprunter les voies que les autres acteurs empruntent pour créer effectivement un modèle et une réponse commune. On voit que c'est loin d'être encore le cas aujourd'hui, mais c'est en ça peut-être que dans le titre on avait mis « nouveaux phénomènes extrêmes ». C'est vrai que on est sur une nouvelle approche de ces phénomènes extrêmes que l'on connaissait, avec aujourd'hui des natures et des fréquences un petit peu bouleversées par le changement climatique. On va prendre sans doute des questions dans la salle, je l'espère. On a quelques participants. Est-ce que vous auriez des questions qui se manifestent? Alors, je vais prendre un micro, je vais prendre celui-ci parce que je pense qu'il fonctionnait pas mal. Je vais me déplacer. Je vous laisse vous présenter et nous poser la question. Oui. Bonjour, Sébastien Boyaval, donc je suis chercheur à l'école des Ponts, directeur d'un autre jeune laboratoire, le laboratoire d'hydraulique Saint-Venant de l'école des Ponts. Donc j'ai bien entendu, déjà merci aux intervenants pour cet excellent sujet sur les phénomènes critiques, sur les événements extrêmes. J'ai bien entendu donc les questions autour et les réponses autour des inondations extrêmes. Donc, par exemple, il y a eu des réponses face à ça qui ont été évoquées, qui sont plutôt d'ordre low-tech, qui sont par exemple la végétalisation, et il y en a qui sont plutôt high-tech, comme les jumeaux numériques. Je pense qu'effectivement les deux sont complémentaires. On aura besoin à terme notamment du high-tech pour gérer les risques. Donc par exemple pour des opérateurs c'est important de constituer dès maintenant ces jumeaux numériques, mais du coup de partager des informations avec tous les acteurs autour d'un jumeau numérique. En ce qui concerne un fleuve, que ce soit la Loire, le Rhône, tous les acteurs qui soient publics ou privés comme donc Engie mais EDF doivent nécessairement essayer d'y réfléchir et partager des données, des pratiques. Comment on peut envisager donc de partager aujourd'hui ces pratiques avec l'aide des universitaires? C'est quoi notre place, nous chercheurs, pour aider à faire partager ces pratiques? Et est-ce qu'il doit y avoir des incitations réglementaires, par exemple, pour faire valider des modèles numériques et partager les données? Parce que c'est comme ça, comme mon avis, on arrivera à obtenir des modèles numériques qui seront capables de prévoir les phénomènes extrêmes, avec des cascades et donc tous les enchaînements possibles. Donc est-ce qu'il faut une incitation pour
aller plus loin, travailler ensemble, partager les données et peut-être préciser. On peut jouer dans ce transfert des pratiques entre différents acteurs socio-économiques et publics. Sylvain Chapon, je pense que c'est pour vous la question. Vous posez une vraie question. Je trouve que, alors, globalement, de ce que j'en connais, il y a déjà beaucoup d'échanges qui sont plutôt positifs. Je l'évoquais tout à l'heure déjà par la nature même du sujet, qui est un sujet d'intérêt général. Donc ça implique un partage pour appréhender les réponses à apporter, partage des données, partage aussi directement entre spécialistes et entre experts, qu'il s'agisse des services déconcentrés de l'État, qui ont un rôle important, les agences, les acteurs locaux, bien sûr les élus locaux qui ont un rôle fondamental, mais également de plus en plus, la question que vous posez, c'est une sorte de partenariat public-privé. Donc je ne rentrerai pas dans le détail des concessions, hein, vous connaissez bien le sujet qui est fondamental en matière de gestion de l'eau, en France et ailleurs dans le monde. Donc ça serait beaucoup trop long d'appréhender ces aspects-là, puis je n'en serais pas complètement légitime par rapport à tous les acteurs. Néanmoins, il y a des vrais échanges. Nous, on s'honore chez Engie d'avoir des centres de recherche, et je sais qu'ils travaillent beaucoup, ils sont très présents, peut-être pas assez, hein, je vais passer votre message très volontiers, pour voir si on peut aller encore plus loin, à la fois dans les pratiques, éventuellement dans les types de modèles envisageables. La notion d'échelle qui a été évoquée à plusieurs reprises, je pense que c'est un vrai sujet d'échange. Là, je parle sous votre contrôle également, mais ça, c'est un vrai domaine. Donc, ce sujet-là, je vais le transmettre. Mais globalement, par rapport à ce que je vois ailleurs dans le monde, en France, ça échange pas mal et ça se parle bien. Ne serait-ce que par la nature de cet objet, et aussi parce qu'on a une tradition juridique en France, historique, de partage sur ces sujets-là, et de partenariat public-privé dans tout ce qui est lié à la gestion de l'eau, très ancien, les agences de bassin qui sont très anciennes. Vous avez aussi des écosystèmes locaux extrêmement forts entre agriculteurs, entre opérateurs, entre pico ou macroélectricité, pour ne parler que des producteurs ou des gestionnaires. Il y a aussi Voies navigales de France, etc. Vous avez une multitude d'acteurs hyper légitimes, traditionnels, historiques, qui ont des instances d'échange anciennes et qui fonctionnent, me semble-t-il, plutôt bien. Mais je passerai votre message de notre côté. Mais on sent la nécessité face à la transnationale, puisque par exemple dans les catastrophes comme Luxembourg en Allemagne en 2018, on traversait la frontière et on parle d'installation par exemple à la frontière de la France et de la Suisse. Absolument. Où le partage d'informations à travers les nations est essentiel pour les phénomènes extrêmes. On sent qu'il faut questionner notre façon effectivement d'aborder ces sujets ensemble. Je passe à la question suivante, je suis désolé, on terminera ce débat peut-être hors matinale. Une dernière question avant de se quitter. Oui, bonjour. Lise Sabatier chez Suez. Alors effectivement, on n'a pas d'experts en météorologie ou de chercheurs en tout cas sur ces sujets-là. On a des opérateurs, des gestionnaires de la ressource qui commencent à manquer. La pluie qui tombe de trop parfois. Donc oui, la coordination essentielle, c'est sûr. Moi, ma question était plutôt sur l'école des ponts en général. Si en plus, d'un point de vue renouvellement des infrastructures sûrement construites sur des données peut-être maintenant obsolètes, si c'est 1% de renouvellement par an, quelle est la proposition de valeur de l'école des ponts sur les infrastructures pour former, et j'ai beaucoup aimé l'expression, ces pousseurs de frontières, pour qu'on puisse s'adapter et à un rythme plus conséquent que 1% par an, sinon ça risque de devenir compliqué. Alors, Aglaé, je vous invite à prendre le micro à côté de vous, le temps que j'arrive. Je suis pas sûre d'être la bonne personne dans la salle pour répondre à cette question. Je pense qu'il y en a deux au premier rang qui sont bien mieux placés que moi. Est-ce que je peux vous renvoyer la balle? Je vais donner le micro à Anthony. Non, merci beaucoup. Vous posez une vraie question. D'une part, je vais faire deux réponses à ça. La première, c'est, Aglaé l'a dit, et j'aime beaucoup la formulation, c'est
des passeurs de frontières. C'est-à-dire là où il y a une valeur, on essaie de la construire à l'école des ponts, c'est d'avoir des ingénieurs qui effectivement sont capables d'avoir cette approche systémique et d'aller chercher à la fois dans les sciences de l'ingénieur et dans les sciences humaines, dans l'économie, pour aborder une problématique dans sa globalité. Et ça, on y tient. Et je pense que c'est d'autant. Enfin, et le débat de ce matin le montre, c'est encore plus utile aujourd'hui que ça ne l'était par le passé. Ensuite, la question stricte des infrastructures. Les infrastructures, elles restent et elles resteront pour longtemps encore au cœur des métiers de l'école des ponts pour deux raisons. La première, c'est que l'école a vocation à former des ingénieurs pour le pays, bien entendu, à l'heure où on parle de retour de la souveraineté pour répondre à la transition écologique, je ne vais pas dire l'inverse, mais aussi des ingénieurs dont l'expertise est capable de se projeter à l'international. Il ne faut pas oublier que si on n'a qu'une lecture du monde actuel à travers la maturité du capital infrastructurel français, on se trompe. Je veux dire, il y a plein de pays qui sont dans des zones de développement où le développement d'infrastructures, notamment d'infrastructures du bien commun, de la vie en commun, du type ponts, autoroutes, routes, et ainsi de suite, vont continuer à se développer. Donc le fait d'investir, et la valeur créée par l'école des ponts, c'est de faire perdurer, évoluer cette valeur-là. Et ensuite, j'y reviens sur les infrastructures dans notre pays, et ça a été souligné à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il faut qu'on change de logiciel, effectivement, sur la manière dont on pense le capital bâti dans un pays économiquement mature, entre guillemets, comme la France. C'est la question de la réhabilitation. Et moi, j'avais plein de questions pour M. Chapon et M. Matillon. En fonction de ce dont on parle en termes de capital construit, on ne se pose pas les mêmes questions. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que d'adapter, réhabiliter des ouvrages d'art aux événements climatiques, aux événements extrêmes, que ce soit des ouvrages énergétiques, que ce soit des ouvrages de transport, comment on fait pour prolonger leur durée de vie. Et puis moi, il y a une question qui me taraude, mais je sais qu'on est beaucoup à l'école à se la poser. Il y a effectivement aujourd'hui devant nous un mur de réhabilitation et de rénovation des superstructures, des bâtiments, et notamment des bâtiments résidentiels, avec un rythme de construction qui, de toute manière, n'est pas à l'échelle caractéristique de temps pour réussir la transition écologique. Et là, ça pose la question, effectivement, du capital humain, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, on a toutes les techniques et tout le capital humain pour embrasser cette transition rapide qu'on doit faire, parce qu'on a des très bons rapports sur le coût financier de cette transition écologique. Il y a toute une question sur la rapidité de notre production de capital humain pour réussir cette transition. Et puis la deuxième, c'est l'organisation, et c'est très lié au capital humain, l'organisation de notre capacité à faire, c'est-à-dire de l'industrie qui est derrière, parce que le cadre législatif et réglementaire, il existe. Le cadre financier, il est posé. La question, c'est comment on fait rencontrer le capital humain, le capital financier et l'obligation d'aller vite maintenant. Et ça repose des questions sur notre organisation industrielle globale, ce qui est aussi une question d'ingénieur. Donc j'espère qu'à travers tous ces chantiers-là, la plus-value de l'école des ponts peut être démontrée. Et donc, je remercie le directeur de l'école de s'être positionné parce que ça nous fait une belle conclusion pour cette matinale. Et je vous remercie d'avoir assisté effectivement à ces échanges. Merci à nos 4 invités pour leur avis, leur expertise concernant ce thème, inondation et sécheresse, quelles analyses et quelles actions face aux nouveaux phénomènes extrêmes. Prochaine matinale en décembre. Connectez-vous sur le site de l'école des ponts et puis si vous voulez voir aussi le best-of de cette matinale, ça sera disponible dans les 48 heures qui arrivent. Au revoir.